Le clean code, je dis oui, mais la clean architecture, oui aussi. Voilà, c'est simple. Je dis oui à tout ce qui est clean parce que j'adore les douches et me savonner. Le clean code, c'est pareil, c'est du code qui prend des douches régulièrement, qui a une belle hygiène de vie et qui dure dans le temps. Voilà, là on va essayer de vous montrer dans cette vidéo un exemple de repo où on organise bien les dossiers, les fichiers, et donc on fait plaisir à Oncle Bob, le créateur, j'ai envie de dire, du clean code sans, voilà, sans être forcément dans l'excès, même si je le suis un petit peu. On va prendre un exemple concret et on va déchiffrer ça tout de suite. Donc voilà la clean architecture présentée par Oncle Bob. C'est très simple, c'est des ronds jaunes, verts, bleus et rouges. J'espère que vous avez tout compris. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon courage pour la suite. Allez, ciao! Plus sérieusement, ici, dans ce projet, on va juste créer un back-end pour un site web où les gens s'inscrivent avec une adresse mail et un mot de passe. Comment structurer son repo? C'est très simple, il suffit de faire un dossier application, un dossier domaine, un dossier infrastructure, interface et présentation. Évidemment, ça c'est ma manière, il y en a des milliers de manières. Et d'ailleurs, disclaimer, je ne suis pas le plus grand prophète de la clean architecture, donc il y a plusieurs variations possibles. Peut-être que je me trompe même sur certains fichiers dans ce repo-là, mais si déjà tous les repos ressemblaient à peu près à celui-là, le monde irait mieux et le code français s'en tirait meilleur. Voilà, je vous le dis. On va commencer par le dossier domaine qui représente le domaine métier. Donc c'est là où on va retrouver nos objets métiers qui n'ont pas de lien avec les infrastructures, les databases, etc. C'est vraiment là où on va avoir des règles métiers et c'est ce que nous disent un peu en gros nos managers ou sur quoi on travaille avec un terme, un langage, on va dire un peu en français, quoi. On veut du français, on veut du lisible dans ce fichier. Et pour ça, dans notre cas d'utilisateurs qui s'inscrivent un site web, eh bien, on a comme entities un utilisateur qui est enregistré, donc qui a des champs et on a des utilisateurs qui ne sont tout simplement pas trouvés. Donc ça va être utilisé dans plusieurs cas. Donc dans ce dossier domaine, on a un petit dossier entities où on va foutre nos objets, métiers. Là, ce que vous pouvez remarquer, c'est par exemple que mon user registered, parce que je suis très fort en anglais, a un champ email qui est de type email. Et vous dites: «Mais qu'est-ce que c'est? Ça ne veut rien dire le type email». Eh bien si, c'est, des tout simplement des value objects. En fait, c'est des objets qui représentent des valeurs. Voilà, c'est très bien, nommé comme objet, comme classe. C'est des value objects, des objets qui ont des valeurs et ça vous permet d'avoir un code beaucoup plus lisible, beaucoup plus proche du langage métier et du domaine. Ah, c'est dingue, on est dans le dossier domaine et voilà, c'est une classe email qui a comme champ une adresse, voilà, ou une value, on aurait pu mettre ce qu'on veut ici et qui est, pour moi, un string en Python. Rien d'exceptionnel dans ce dossier. On va y foutre aussi évidemment, les petites exceptions métiers qu'on va nommer. Ici, ça va être les exceptions sur les passwords et les exceptions sur les users. Qu'est-ce que je fais ici? Je fais hériter de mes exceptions pour ne pas raise des value errors ou des choses qui n'ont rien à voir avec le métier. Là, au moins, quand notre application va raise des exceptions, on va avoir la raison, laquelle et pourquoi précisément dans la partie user. Pour la partie password, on va créer une classe exception, password exception, qui va hériter de l'exception. Ça, vous connaissez, c'est le Python, c'est le clean code, c'est magnifique. Et on a évidemment l'exception du password too short, hein, on le connaît très bien. En français, trop court, voilà, je vous le répète. Et aussi le missing number, quand il manque un nombre, le spécial caractère, bref, vous connaissez. Donc dans ce dossier domaine, en gros, on a tout ce qui représente le métier. On enchaîne avec l'autre folder présentation. Voilà, on sait pas trop ce que ça veut dire, je vais pas vous mentir, mais en fait, c'est tout ce qui touche la partie externe de notre code. Là, on est dans un back-end, donc c'est tout ce qui va provenir du monde extérieur, de New York City ou de n'importe quelle ville dans le monde, en gros d'internet et on va prendre, moi j'ai un user input du coup, parce que mon back-end, il va récupérer un truc du site web, c'est une classe, une data transfer object, en fait, j'ai envie de dire un DTO qui va être un user input où je vais avoir tout simplement un string, je parle pas de slip, je parle d'email ici et le password évidemment en string évidemment aussi. Là, on a toute la partie présentation externe. Donc si je faisais un back-end pour de vrai, ici je mettrais en fait la partie API de mon back-end, tout ce qui va contacter, discuter avec le monde extérieur pour me ramener des choses ou pour fournir des choses. Donc si j'avais une API, je la mettrais dans ce dossier présentation. Dans cet exemple, je me suis pas embêté, on va pas se mentir, à faire des API REST et cetera. On a juste un user input que quelqu'un m'envoie
je ne sais pas comment, ici, mais que je récupère. C'est tout ce qu'il faut se dire. Donc dans le dossier présentation, je récapitule, c'est tout ce qui va être extérieur à notre back-end, cette, exposition en fait de notre back-end, donc la partie API et récupération des données qui viennent du monde extérieur, attention. On enchaîne encore une fois avec, le folder interface qui lui va représenter un peu le cercle vert de, la clean architecture que vous pouvez voir ici, qui est en fait interface adapteur. Alors lui, on va partir sur un pattern qui est tout simplement classique en programmation, c'est de définir des ports et que plus tard, dans d'autres endroits, on va définir des adapteurs. Ici, on va retrouver par exemple le port, donc la classe abstraite en Python, de user repository. Ça veut dire que c'est le contrat pour que l'objet qui va vraiment s'occuper de la partie base de données devra avoir ces 3 méthodes pour fonctionner dans notre clean architecture. Elle aura besoin d'une méthode save, d'une méthode get et d'une méthode exist. Le save, il va servir à écrire dans la base de données, la méthode get évidemment pour récupérer et exist. On a la même chose pour les sérialiseurs, avec une méthode qui va permettre de sérialiser ou de désérialiser, hein, c'est technique, là qui va prendre carrément des users directement. Donc ici, vous remarquerez que ça va prendre des objets métiers. Donc des value objects, des entities, parce que, notre port va parler en domaine. Il faut que notre code soit le reflet d'un langage humain, en fait, tout simplement. C'est ça qui le rend clean et qui le fait sentir bon, je vous le répète, du code qui a une bonne hygiène de vie, ça fait toujours plaisir, ça fait plaisir à tout le monde, hein, je vous le dis, voilà. Et on a aussi, un validator. Là, j'ai créé un petit dossier, je me suis fait plaisir, on va pas se mentir. Une interface de validator qui a juste une méthode validate, rien d'exceptionnel. Donc là, on a le validator de l'utilisateur ou, d'un password. Maintenant, dès qu'on cherche à modifier un contrat ou à créer une nouvelle, classe abstraite, on sait qu'on va aller dans le dossier interface. On n'a plus de questions à se poser, où est-ce qu'il se trouve? Dans src, lib, je sais pas quoi. Non, 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 il est dans interface. Maintenant, le dossier infrastructure. Donc, évidemment, c'est là où on va parler de toute la communication avec les bases de données ou la manipulation d'objets, mais qui n'ont pas vraiment de sens métier. Par exemple, la sérialisation. Dans ce folder infrastructure, excusez-moi, on va retrouver souvent persistance. Moi, j'aime bien l'appeler persistance, mais en gros, ça veut dire l'écriture dans une base ou des choses comme ça. Et dans notre cas-là, on a un user repository, tout simplement, qu'on va appeler in-memory user repository, donc qui va lui hériter de user repository, donc l'interface qu'on a créée dans le dossier interface, qui demandait juste d'avoir un get, save et exist avec ces trois arguments. Et donc lui, il se débrouille, il a une database en mémoire, donc en gros, c'est un dictionnaire, des plus classiques. Il va sauvegarder ça, ça veut dire écrire dans le dictionnaire et lorsqu'il va faire un get, il va renvoyer évidemment, encore une fois, un objet métier, lorsqu'il est là, donc le deserialize qui renvoie un vrai user ou alors un user not found error qu'on avait retrouvé dans le domaine. Parce que nos classes d'interface, enfin de persistance, nous parlent en domaine. Elles n'ont rien à voir avec le domaine, mais elles prennent des choses et nous renvoient des objets de domaine. Donc des value objects, des entities, des choses qui parlent français. Voilà, je vous le dis, ou anglais, évidemment, en l'occurrence ici. Et demain, si on veut un user repository BigQuery, eh ben, on a juste à le coder à côté et on le fait hériter de save, get et exist, des 3 méthodes obligatoires dans notre interface et notre code fonctionnera tout autant. Pareil, si on a une database S3, on a juste à faire ces 3 méthodes-là et notre code, en fait, il est tout simplement open, close, solide. Vous connaissez tout ça, je vais vous répéter ça tout de suite à la fin de cette vidéo, pas du tout tout de suite. Autre chose qu'on peut trouver dans les dossiers infrastructure, ça va être la partie sérialisation. Ça, c'est vraiment lié du coup à la database. Donc, on va JSON sérialiser des objets métiers. Donc ça, j'ai mis ça dans l'infrastructure parce que c'est pas vraiment métier, mais c'est vraiment il y a pas d'impact sur le métier, c'est vraiment pour discuter avec une database. Pareil pour un utilisateur qui est sérialisé, en fait, ça n'a rien à voir avec le métier. Le métier s'en fout que l'user soit sérialisé, sérialisable ou pas. Lui, il veut juste un user et du coup, lui, il ne connaît que ce qu'il y a dans le domaine entities. Ici, ça, c'est vraiment utilisé pour l'infrastructure, donc je le mets dans ce dossier infrastructure. Pour les passwords hasher, c'est pareil. On a, le bcrypt ou le SHA-256 qui permet, de
qui hérite de l'interface du password hasher et du coup demain, si on veut hacher différemment, on a juste à créer une troisième classe, l'injecter dans le code, parce que je vais vous montrer, oui, l'injection de dépendance dans ce projet. Donc l'infrastructure, je vous le répète, c'est vraiment la partie, où on va vraiment faire appel à BigQuery, à S3, à des choses techniques, techniques de développeurs et c'est ça qu'on aime. Dans le dossier domaine, je vous ai pas parlé du dossier service. Dans ce dossier, on va trouver tout simplement des classes, des services qui vont rendre des services, ouais, j'ai envie de dire tout simplement, sur nos objets métiers. Par exemple, dans notre use case à nous, où on enregistre des utilisateurs qui s'inscrivent à notre site web, on va avoir un user validator. Et ce user validator, du coup, il va hériter de l'interface qu'on a dans les interfaces, qui est l'interface des validators, évidemment. Ça veut dire juste avoir une méthode validate. D'ici là, maintenant, on peut valider n'importe quoi par cette méthode validate. Et lui, ce qu'il va prendre, qui va être un peu plus technique, du coup, il va devoir avoir besoin, lors de son initialisation, d'un user repository. Et il va aussi prendre un password validator interface, donc n'importe quel password validator, pour fonctionner. Une fois qu'il a ces deux objets-là, il peut tranquillement appeler sa méthode validate, qui va, elle, pour un input user. Donc là, on arrive sur la partie, du coup, DTO externe qu'on retrouvait dans la présentation, parce qu'on sait que c'est une donnée qui vient du monde extérieur. Et de cette donnée extérieure, on va valider l'email en lui passant l'input_user.email, donc le string directement, et non pas la value object, ici, parce que c'est vraiment des données qui viennent du monde extérieur, je le répète. Et pareil pour le password. Donc le validate email, il est très simple pour le user validator. Il faut qu'il y ait un arrobas dedans, et il faut surtout que dans la database actuelle, il n'existe pas. S'il existe, il raise, bon là j'ai raise des value error, évidemment on peut faire mieux, voilà, on fait ce qu'on peut en tant qu'être humain, on peut faire mieux, on peut créer ici raise des vraies exceptions métiers. Et pour le password validator, je me suis fait plaisir, du coup là, lui, je l'ai pris en paramètre et je lui dis dans validate password d'appeler la méthode validate, c'est un peu technique, là franchement, lui, il vérifie les emails, mais pas les passwords. Il pourrait aussi, soit prendre un email validator, soit ne pas prendre de password validator pour qu'il le fasse lui-même et on met la responsabilité juste dans cet objet. Ça, c'est vous qui décidez à quel point vous voulez injecter des classes dans vos classes pour qu'il soit un maximum flexible. Moi, j'ai fait ce choix-là qui est très, très discutable, c'est que les emails, il le fait, mais pas les passwords. Et du coup, un user password validator, il va tout simplement, très simplement, encore une fois, récupérer, devoir écrire une méthode validate, et ici on aura les règles, voilà, avec, dans ce cas-là ici, j'ai eu la foi de raise des vraies exceptions métiers, comme quoi, personne, n'est parfait, mais des fois c'est des questions de flemme, hein, voilà, on va pas se mentir, mais la flemme est notre ennemi, voilà, je vous le dis, la flemme est notre ennemi, les raise, d'exceptions métiers, c'est bien, bien mieux. Et enfin, le dernier folder, le folder application qui contient tout simplement notre application, donc les cas d'usage, le rouge, je crois, dans le rond de l'oncle Bob de la Cleanarchy, ce que on fait réellement, eh bien en fait c'est très simple, on register un user. Et comment marche ce use case? C'est très simple. Et là, on arrive sur du coup du code qui va utiliser les classes qu'on a créées tout simplement, qui sont dans infrastructure, dans domaine et dans présentation, tout ça, on va se régaler et c'est là qu'on va voir le vrai code. Si on se demande où ça se passe les choses, c'est dans les use cases, c'est dans le folder application. J'espère que c'est clair pour vous. Maintenant, dans le register user use case, ouais, très technique comme nom de classe, mais ce qu'elle prend, c'est un user validator, un hasher de password et un user repository. Voilà, c'est les trois choses qu'il demande. Il les stocke tranquillement et on a une méthode execute qui est tout simplement magnifique, qui exécute n'importe qui, n'importe quel user input. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? Ligne par ligne. User input, donc quelque chose qui vient du monde extérieur, donc quelque chose qui est dans présentation, parce qu'on sait que ça vient du monde extérieur, c'est un input internet et qui va pourtant renvoyer un fichier, pas du tout, un objet métier. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va valider cet input. En fait, là, on arrive sur du pseudocode, tout simplement, où on va parler d'abstraction. On va dire au validator de valider et à shipper de shipper. C'est un peu ça. Et on va dire ensuite, une fois que lui est passé, parce que là, on sait que ça raise, donc on peut faire la suite si jamais ça ne raise pas, eh bien c'est simple, on va hasher le password avec l'objet password hashed qu'on a. C'est magnifique hein, comme code. Ensuite, on va créer tranquillement notre objet métier.
Là, je l'ai fait en une ligne, on pourrait aussi prendre un user creator, mais voilà, on peut aller toujours dans l'excès de la cleanarchy, du clean code. On n'est pas forcément obligé de le faire tout le temps, mais si on aime, on se fait plaisir. Il faut savoir vivre, hein, il faut savoir vivre. Je vous le dis, user registered, je crée mon objet métier et ensuite je dis à mon repository de l'écrire dans la base. Je ne sais pas quelle base. Lui, ce code-là, il ne sait pas. Si j'ai un repository, BigQuery, S3 ou in-memory, c'est pas son problème à lui. Ça, fonctionne dans tous les cas. Donc on a vraiment le use case, n'importe quel développeur qui arrive ici comprend à peu près ce qui se passe. Quand il y a un user input, on le valide, on hash son password, on l'enregistre et on le met dans une base. Point final. On a fait du clean code, on a fait de la clean archi, mais maintenant comment ça marche concrètement? Allons voir le fichier main.py et je me suis dit, quitte à vous montrer une clean architecture, autant vous montrer comment faire du code propre jusqu'au bout en faisant de l'injection de dépendance. Le D de solide, on respecte solide jusqu'au bout, on n'a plus de limite, on vient vraiment des développeurs très très techniques à ce moment-là. Je vous explique, on installe une librairie dependency injector, rien de compliqué, tu le mets dans ton requirement.txt, on n'en parle plus et on crée une classe container. Et en fait, dans cette classe-là, dans ce code-là que vous voyez, c'est ici qu'on va faire un peu notre course, notre liste des courses. Comme serializer, on va créer un singleton, parce qu'en fait, dans cette librairie, on peut créer des objets, soit voilà, en singleton, plusieurs, etc. Il y a plein de configurations. Si vous avez besoin d'une vidéo sur l'injection de dépendance, vous me dites dans les commentaires, je peux vous la faire, mais c'est vraiment très très puissant. Pour le repository, par exemple, ici, moi je vais utiliser un in-memory user repository avec le serializer qu'on a créé juste au-dessus. Vous voyez, ici en fait je crée mes classes qu'on a écrites dans tous nos petits repos, là, dans tous nos petits folders, excusez-moi, et on va injecter ce conteneur dans notre code. C'est pas un container Docker, ça n'a rien à voir. Vous avez tout faux, monsieur l'arbitre. Et oui, ici par exemple, un password hasher, là je lui ai passé un bcrypt password hasher. Si j'ai envie de lui passer un SHA-256, je lui passe comme ça. Et mon code il marchera toujours. Parce que ce container, comment on l'utilise? On l'injecte avec un magnifique arrobas inject, tout simplement. Au-dessus de notre fonction qui va exécuter le use case. Et le use case, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un input d'internet, il va prendre le use case, donc notre objet qui exécute un use case, donc celui qui enregistre des users, excusez-moi, je suis un peu fatigué, et qui prend notre repository. Et qu'est-ce qu'il fait, cette fonction? Du coup, elle exécute le use case à partir de l'input et elle dit au repo de le récupérer. Ça, c'est juste pour le print, pour vous, à la fin, mais en vrai, le execute suffit parce que dans le execute, le user repo save l'utilisateur dans la database. Bref, le main, à quoi il ressemble? On instancie notre container qu'on a créé au-dessus, on le file, voilà, c'est un peu technique, mais jamais tout compris là-dessus, mais on le wire à notre module name, et là, on va créer des données d'entrée. Voilà, donc là, je crée un user input, le mec, il s'est appelé demo@exemple.com avec un password très très fort, et on a juste à faire un run register, donc notre petite fonction qui exécute notre use case, et normalement, ça fonctionne, hein. Voilà, on va le voir en direct live. Python 3 main injection de dépendance, et on a bien un magnifique hachage. On a la date, on a tout ce qu'il faut. Donc voilà, on a une fine architecture carrée, carrée dans l'axe, comme on a envie de dire. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Le repo est disponible en commentaire dans la description, donc pas du tout en commentaire. Je vous souhaite un bon courage et une bonne journée, et à la prochaine. Abonnez-vous s'il vous plaît, ça fait super plaisir, vous le savez. Bonne journée!